Électrochoc, le podcast des électrons libres. La plongée en enfer du chavisme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des effondrements économiques les plus spectaculaires de l'histoire moderne, celui du Venezuela. C'est une histoire absolument fascinante et tragique, Max. On parle d'un pays dont le PIB a été divisé par 5 en 10 ans. C'est une chute plus brutale que celle de nombreux pays en pleine guerre. Et le résultat, c'est un exode massif, près d'un quart de la population qui a fui. Exactement. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment en est-on arrivé là ? On entend souvent parler des sanctions américaines ou de la chute des prix du pétrole, mais en réalité, les racines du mal sont bien plus profondes. Elles sont inscrites dans l'ADN même du système chaviste. Pour comprendre, il faut revenir à la base de l'économie vénézuélienne, le pétrole. Le pays a toujours été un État rentier, dépendant à plus de 90% de ses exportations d'or noir. Quand Hugo Chavez arrive au pouvoir, le baril est à $10. Sous sa présidence, il va grimper jusqu'à $130. Une manne financière absolument colossale. Et c'est là que le système se met en place. Cet argent n'est pas utilisé pour diversifier l'économie ou pour investir sur le long terme. Il sert à financer un système clientéliste à très grande échelle. C'est ça. On distribue des aides sociales, on crée des emplois publics à tour de bras, non pas en fonction des compétences, mais en échange d'une allégeance politique. La loyauté devient plus importante que le savoir-faire. Le parti remplace l'administration. Le symbole parfait de cette dérive, c'est la Compagnie pétrolière nationale, PDVSA. À un moment, elle comptait 4 fois plus d'employés qu'avant Chavez pour produire 4 fois moins de pétrole. On a remplacé les ingénieurs et les techniciens par des fidèles du régime. Et évidemment, ce système ne peut tenir tant que l'argent du pétrole coule à flot. Quand le prix du baril s'effondre en 2015, tout le château de cartes s'écroule. Le pays n'a pas d'épargne, pas de fonds souverains, rien pour amortir le choc. Mais attention, la crise avait commencé bien avant la chute des cours. Dès 2002, Chavez prend 2 décisions qui vont littéralement empoisonner l'économie. Le contrôle des prix et le contrôle des changes. Parlons du contrôle des prix. C'est un cas d'école. Prenons un produit de base, la farine de maïs, essentielle pour les Vénézuéliens. Le gouvernement fixe son prix par décret en disant vouloir protéger le pouvoir d'achat. Une intention louable sur papier, sauf que dans la réalité, le prix de vente fixé devient très vite inférieur au coût de production. L'inflation galope, les coûts de transport, d'énergie, des pièces importées explosent, mais le prix de vente, lui, reste bloqué. Et là, la mécanique est implacable. Les entreprises produisent à perte. Elles alertent le gouvernement, mais rien ne bouge. Alors, elles ralentissent la production, puis l'arrêtent. Les rayons des supermarchés se vident. La farine devient une denrée rare. Et c'est là qu'on voit toute la perversité du système. La farine ne disparaît pas vraiment. Elle est détournée et revendue au marché noir à 10 ou 20 fois le prix officiel par des réseaux proches du pouvoir. Le contrôle censé aider les pauvres n'a fait qu'enrichir une minorité corrompue et organiser la pénurie pour tous les autres. Et en parallèle, on a le contrôle des changes. Pour éviter la fuite des capitaux, l'État instaure un monopole sur l'accès aux devises étrangères, notamment le dollar. Obtenir des dollars devient un privilège. L'État fixe un taux de change officiel totalement déconnecté de la réalité, très avantageux. Les entreprises proches du régime obtiennent ces dollars pas chers, parfois pour des importations fantômes, et les revendent au marché noir avec des profits astronomiques. Pendant ce temps-là, les vraies entreprises, celles qui produisent, n'ont plus accès aux devises. Elles ne peuvent plus importer de machines, de matières premières, et donc elles ferment. Le contrôle des changes, au lieu d'empêcher la fuite des capitaux, l'a organisé et a accéléré la désindustrialisation du pays. Le résultat de tout ça, c'est l'hyperinflation. On a atteint des niveaux délirants, jusqu'à 4% par jour. À ce rythme, 1 an plus tard, les prix ont été multipliés par plus d'1,5 million. Le salaire minimum ne permettait plus d'acheter qu'une boîte d'œufs. C'est à peine imaginable. On a vu des villages revenir au troc où les grains de café remplaçaient la monnaie. Et c'est important de le souligner. Tout ça se passe bien avant les sanctions américaines les plus dures. Celles-ci n'ont fait qu'aggraver une situation déjà catastrophique. Elles n'en sont pas la cause originelle. Absolument. Et derrière cette misère économique, il y a la peur
Le régime, pour se maintenir, est passé du clientélisme à la répression pure et simple. Il s'est appuyé sur des groupes de civils armés, les collectivos. À l'origine, c'étaient des associations de quartier, mais elles se sont transformées en milices, en instruments de terreur qui intimident, brutalisent et parfois tuent les opposants. On a vu des scènes terribles, des maisons d'opposants marquées d'une croix, des arrestations arbitraires en pleine nuit, des gens qui disparaissent dans des centres de détention connus pour la torture. C'est la double peine pour la population, la misère et la peur. L'espérance de vie a reculé de plusieurs années et près de 8 millions de personnes ont choisi l'exil. C'est un exode qui a redessiné la démographie de toute l'Amérique du Sud. Mais au-delà du drame, cette histoire est une leçon. Elle montre comment des décisions politiques, prises au nom du peuple, peuvent détruire méthodiquement un pays quand elles nient les réalités économiques les plus élémentaires. C'est une démonstration éclatante que la prospérité ne se décrète pas, elle se construit sur la confiance, la compétence, la liberté d'entreprendre et un état de droit. Le Venezuela avait tout pour réussir, des ressources naturelles immenses, mais l'idéologie a tout balayé. L'avenir reste incertain, mais une chose est sûre, la reconstruction, quand elle aura lieu, devra tirer les leçons de cet effondrement. Il faudra rebâtir la confiance, attirer à nouveau les talents qui ont fui et s'assurer que plus jamais la loyauté politique ne l'emporte sur la compétence. Un défi immense, mais c'est aussi une page blanche sur laquelle écrire un futur plus juste et plus prospère. Le potentiel du Venezuela est toujours là, sous terre et surtout dans son peuple. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.